Merci Louis de m'avoir invité ce soir et merci à vous tous d'être présents. Pour moi, vraiment, c'est un privilège, un honneur de me prononcer devant l'auditoire de la qualité intellectuelle des sceptiques du Québec. Honnêtement, je le crois. Alors, j'espère que je ne vous décevrai pas avec le contenu de ma conférence. Voici l'ordre du jour pour la soirée. D'abord et avant tout, j'aimerais ça aussi rendre hommage à Pierre Savard, qui était aussi un de mes amis. En fait, la raison même pour laquelle je suis ici ce soir, c'est à cause de Pierre. C'est Pierre qui m'a introduit au sceptique. J'ai connu Pierre à l'École polytechnique. Il était journaliste au Maudit dans le temps que j'étais à l'exécutif de Polytechnique. Puis je vois un de mes collègues ici ce soir, que je n'ai pas vu depuis 35 ans, je pense, qui faisait partie de mon comité exécutif. Alors, donc, évidemment, Pierre devait être présent ce soir. Et bien, il ne sera pas. Hein? Et ben, comme je suis athée, je ne vous dirai pas non plus qu'il nous écoute en ce moment. Mais je voulais lui rendre honneur. Donc, peut-être une petite biographie rapide. Oui, je suis ingénieur. J'ai été passé l'essentiel de ma vie comme entrepreneur. Donc, pas vraiment nécessairement le profil d'auteur. J'ai œuvré dans toutes sortes de choses dans ma carrière d'entrepreneur. J'ai été producteur de champignons pleurotes, deuxième plus gros au Canada. J'ai été manufacturier de systèmes électroniques aussi pour détecter l'humidité dans le sol puis économiser l'eau. J'ai une société de consultation de crédit d'impôt à une certaine époque qui était la première au Québec. Inewa, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent cette marque de pain-là. C'est la plus grande boulangerie biologique du Québec et de l'Est du pays. Ça existe encore. Vous trouvez ça dans toutes vos épiceries. Et Strategicus, une société de conseil tout récente. En 2004, j'ai écrit un livre. J'étais en transition de carrière. Je venais de fermer ma ferme de champignons. Je commençais d'un crédit d'impôt. Un entrepreneur, c'était peut-être travailler 60 heures, 70 heures par semaine. Puis là, je me suis ramassé pendant 1 an salarié. Je voulais être graffinier mur. J'ai écrit un livre pour me calmer. Un livre qui, même bien qu'il ait été écrit il y a 14 ans, en fait, est plus d'actualité aujourd'hui qu'il était il y a 14 ans, parce qu'à l'époque, j'ai passé pour un hérétique carrément. J'ai été dit il y a 14 ans que le cholestérol qu'on mange n'a pas d'incidence sur le cholestérol sanguin, que le gras qu'on mange n'a pas d'incidence sur le gras corporel. Aujourd'hui, c'est relativement mis, mais à l'époque, c'était vraiment hérétique d'affirmer ça. Et j'ai écrit cette année, puis encore là, c'est drôle, la conjoncture est professionnelle encore. J'ai vendu à la boulangerie, j'étais en transition, puis j'ai eu une année plus relaxe, puis comme j'étais hyperactif, il fallait que je m'occupe. Alors, j'ai écrit ce livre-là en 1 an, 377 pages. L'objet de la conférence ce soir, c'est de parler du livre. Il y a 17 chapitres dans mon livre. Honnêtement, je pourrais faire une conférence sur chacun des chapitres parce que vraiment chaque chapitre adresse un sujet différent. Le but ce soir, c'est de survoler le livre. Donc, je vais être plus superficiel, c'est le prix à payer. Mais j'espère que je vais vous donner le goût de lire le livre. Et si c'est le cas, ben, je vous annonce qu'il va être disponible en vente ce soir. Pour la première fois, puis c'est pas une blague, je fais un rabais dessus, il est à 50 %. Je n'ai jamais fait de rabais sur mon livre, mais pour vous ce soir, je le fais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'une maladie qui fait de plus en plus de ravages dans la société. Vous avez peut-être entendu parler, une maladie transmise génétiquement et qui, d'ailleurs, c'est la maladie qui a emporté Pierre. C'est une maladie qui est un peu traite parce que la période d'incubation est très variable. Ça varie, on peut mourir jeune enfant qu'on peut mourir assez âgé. C'est une maladie incurable. La science n'a pas encore réussi à trouver de remède, de thérapie. Puis c'est une maladie qui fait de plus en plus de ravages. Là, vous allez me demander, mais comment ça se fait que je vous parle de ça? C'est parce que, pour introduire ma conférence, ce qui est fascinant dans cette maladie-là, c'est la réaction des gens. Quand on leur a... C'est une maladie qui est génétique. Une fois que vous êtes diagnostiqué, il n'y a rien à faire. Et quand on vous annonce que vous êtes atteint de cette maladie-là, la réaction des gens, là, elle est vraiment fascinante. Ça varie de la dépression au déni, en passant par le gars qui tombe sur le party en se disant ben, « je suis pour mourir, au moins je vais en profiter avant ». Il y en a d'autres qui décident de voyager à travers le monde pour
en voir le plus possible avant de mourir. Il y en a d'autres qui préfèrent au contraire passer du temps auprès de leurs proches. Écoutez, j'ai une question pour vous. Prenez vos cellulaires, puis rentrez cette adresse courriel-là, puis il y a une question quiz, OK? Vous répondez, en fait, c'est 9 choix de réponse. Vous répondez comment réagiriez-vous, vous, là, si vous appreniez, là, demain matin, que vous êtes atteint de cette même maladie-là là, qui a emporté notre ami Pierre? Comment vous réagiriez? Est-ce que vous seriez dans le déni? Est-ce que vous seriez en dépression, etc.? Si vous rentrez la réponse là, ça va compiler à l'écran les résultats en temps réel sans vous identifier. Ça va juste compiler combien de gens sont dépressifs, combien de gens voyagent, etc. Un instant, je vais emmener la page en question. Alors, en ballon, on ne voit plus l'adresse qu'il faut plus donner, je vais y revenir. Mais voyez-vous, là-dessus, là, je vais pouvoir compiler les résultats en temps réel. Donc, amusez-vous, là. Je reviens à l'adresse. C'est celle-là. Ah, ça va marcher. Voilà. Donc, www.romain-gagnon-auteur.net/quiz. Ça vous tente de jouer ou vous n'avez pas de cellulaire avec vous? Moi, il n'y a pas de cellulaire. En tout cas, s'il n'y a pas de cellulaire, c'est pas grave. C'est juste. Je donne 60 secondes, là, puis comme je vous dis, les choix de réponse, c'est voyager, passer du temps avec ses proches. Le choix le plus étonnant, c'est le déni. Des gens qui, carrément, sont en déni complet. On leur dit qu'ils vont mourir, ils disent non. Faute de cellulaire, répondez dans votre tête. OK? Puis, on va comparer ça comme ça. Je reviens à la compilation. C'est bon pour l'adresse? Est-ce que je peux te changer de page? Romain-gagnon-auteur.net/quiz. Comme je vous dis, vos réponses vont rester confidentielles. C'est juste que ça compile. Par choix de réponse. On va voir la réponse des plus vite. Oui, absolument, c'est ça qui arrive. C'est assez long à rentrer dans l'adresse courriel sur le cellulaire, je pense. Oui, c'est ça, malheureusement. Moi, j'ai répondu. Ah, bon, ben, j'ai 2 réponses jusqu'à date. Je vais vous donner encore 60 secondes, puis après ça, ben, je vais afficher les réponses. Bon, voilà. Alors ça, c'est les résultats. Donc, je présume 40-40-20, je présume que j'ai 5 personnes qui ont répondu. Donc, 2 personnes qui ont répondu cette couleur-là qui correspond à... Pas clair, la couleur... Je vais cliquer dessus. Ah, ok, vous. Je deviendrais un pro de sport extrême, mais je prendrais de grands risques, ok? Tant qu'à mourir. Après ça, il y en a 2 personnes sur 5 qui ont répondu « Je passais le maximum de temps avec mes proches. » OK. Et j'ai une personne qui a répondu « Je suivrai une diète sévère et je m'entraînerai afin de retarder l'échéance fatidique. » Mais effectivement, j'ai oublié de mentionner tantôt qu'on ne peut pas éviter l'échéance fatidique, mais on peut la retarder avec le sport et la bonne alimentation. Bon, intéressant. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce soir, c'est que vous êtes tous atteints de la maladie de Lyme. Parce qu'inverser les lettres, c'est la vie. Hein? La vie est une maladie sexuelle, transmise sexuellement et mortelle. Et quand je parle de déni, vous savez à quoi je fais allusion? Je fais allusion aux croyants, finalement. On leur dit qu'ils vont mourir, ils disent non, je ne mourrai pas, je vais monter au ciel, etc. Les gens ne vivent pas tous très bien. Il y en a qui sont sur la drogue, il y en a qui sont dans les sports extrêmes, il y en a d'autres qui passent du temps auprès de leurs proches, etc. L'important ici, c'est
rappelez-vous ce que vous avez répondu, là, faute de répondre à l'écran, ce que vous avez répondu dans votre tête. Puis posez-vous la question, est-ce que c'est ce que vous faites en ce moment? Si oui, vous êtes cohérent. Sinon, je vous invite à réfléchir. Parce qu'au fond, c'est ça. On est tous atteints de la maladie de Livre. Bon. Alors, trêve de quiz, on revient à ma présentation. Voilà. Donc, je commence par mon chapitre 2 pour faire valoir l'insignifiance de notre présence dans l'univers. Vous avez une photo ici de la Voie lactée. Demandez-moi pas qui l'a prise. Il y a 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, qui est notre galaxie. Le Soleil est l'une d'entre elles. Puis il y a 125 milliards de galaxies. Fait que faites le calcul, on n'est pas tout seul. Puis le rond jaune ici, là, ça c'est la portion des étoiles que vous voyez ce soir quand vous regardez le ciel. Puis, dans 5 milliards d'années, il y a une obsolescence programmée du Soleil. Hein, c'est pas juste d'un produit Samsung. Et il va exploser. Mais on a le temps de s'autodétruire bien avant. Puis de toute façon, il y a 66 millions d'années, il y a un météorite comme ça qui est passé, puis qui a anéanti d'un coup toute la vie des grands mammifères, des grands reptiles sur Terre. Et ça pourrait encore arriver aussi. On ne sait pas quand. Petite brève histoire du temps ici, juste pour... Je suis sûr que les gens ici sont au courant de ça, mais on va se rafraîchir la mémoire. L'univers tel qu'on le connaît existe depuis 13,8 milliards d'années. La Terre, elle, 4,5. Au début, tout tenait sur une tête d'épingle. Il n'y avait ni atomes ni molécules, hein, c'était toutes des particules élémentaires concentrées. Et tout ça a explosé, et ça explose toujours depuis ce temps-là. L'univers est toujours en expansion. Les particules élémentaires sont devenues des atomes, au départ atomes d'hydrogène, d'hélium, puis éventuellement les autres éléments du tableau périodique. Éventuellement, il y a eu des molécules formées avec les atomes. Éventuellement, les gaz se sont liquéfiés, se sont solidifiés, ça a donné lieu à des planètes, dont la nôtre, il y a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années sur la Terre. Et toute la vie au complet sur la Terre, c'est comme un édifice à étages. Hein? Chaque étage, nouvel étage, est bâti sur les étages précédents. Donc, on part toute la même source de vie. L'Homo habilis est apparu 2,3 millions d'années. Ça, c'est le plus lointain ancêtre de l'homme avant notre ancêtre commun avec le chimpanzé. Et l'Homo sapiens, seulement 300 000 ans. Et le néolithique, donc l'homme de Cro-Magnon, l'homme des cavernes, 10 000 ans, puis Jésus-Christ, 2000 ans. La théorie de l'évolution, petit rappel gratuit, encore, je présume que vous avez tous fait vos cours de biologie. Ça, c'est un Girafocalyx, l'ancêtre de la girafe, il y a 500 000 ans, qui n'avait pas un long cou et qui avait de la difficulté à s'alimenter, mais les Girafocalyx, qui avaient le cou le plus long, pouvaient s'alimenter plus facilement parce qu'ils allaient chercher des fruits plus haut dans l'arbre. C'est pas un animal très agressif, ça, fait que quand il y avait un peu de compétition, un peu d'agressivité, ils se retiraient, ils laissaient les autres manger avant. Mais ceux qui avaient le cou long, ils n'avaient pas besoin de se battre, ils mangeaient, se reproduisaient. Donc, tous ceux qui avaient des coups longs se reproduisaient mieux. Et de fil en aiguille, le cou de la girafe a allongé pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que le Girafocalyx a 7 vertèbres dans le cou. La girafe aussi, puis vous aussi. Donc, si ça avait été un design intelligent, on aurait mis plus de vertèbres. Mais à la place, c'est les vertèbres qui se sont allongées. Alors, le principe de la sélection naturelle, c'est un peu ça. Il y a des mutations qui arrivent aléatoirement. La plupart du temps, elles sont pas bénéfiques. Les mutants se reproduisent moins bien. Mais de temps à autre, il y a une mutation qui, elle, est favorable, fait en sorte que l'individu se reproduit davantage. Et donc, ce gène-là, qui est à la source de cette mutation-là, se reproduit.
Et c'est comme ça que l'édifice de la vie s'est bâti étage après étage, des bactéries jusqu'à l'Homo sapiens. Si on compare le début de la vie à aujourd'hui, on ramène ça sur 24 heures, bien, l'humain vit en société depuis une seconde. Depuis la sélection naturelle, ça veut nous adapter à notre environnement. Alors, si ça fait une seconde sur 24 heures que la sélection naturelle agit depuis qu'on est en société, vous aurez compris que l'homme n'est pas adapté à vivre dans la société moderne. Et ça cause toutes sortes de problèmes. Ça cause des problèmes nutritifs, allergie au gluten, obésité, etc. Et ça cause des problèmes cognitifs aussi, comme on va le voir. Donc, dans cet édifice-là de la vie, qui s'est bâti étage par étage, l'homme, qui est dans l'étage supérieur, est devenu de plus en plus intelligent, de plus en plus perspicace, de plus en plus apte à comprendre les lois de la physique, la chimie, des lois de la nature qui l'entourent. Il y a un drôle de phénomène parallèle qui s'est passé aussi, c'est qu'en même temps que l'homme devenait de plus en plus intelligent scientifiquement, il commençait à croire à des choses mystiques, puis toutes sortes de trucs surnaturels. Et enfin, il y a un terme qui existe pour réunir, organiser socialement là, ces croyances, ça s'appelle la religion. Et la religion, il y a eu en fait, il y a 4 phases dans la religion, l'animisme. Donc, quand on parle d'animisme, on pense évidemment à l'homme des cavernes, l'homme de Cro-Magnon, dans l'époque du Paléolithique. Mais ça remonte jusqu'au dernier millénaire. Donc, pensez à certaines tribus africaines, pensez aux Indiens d'Amérique. Donc, les danses pour la pluie, c'est de l'animisme, ça. On fait une danse parce qu'on veut qu'il pleuve, parce que les récoltes ont soif. Ça, c'est de l'animisme. On prête des intentions aux objets inanimés. Après ça, ça a donné sa place au polythéisme. Évidemment, on pense à l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, les fameuses histoires d'Homère, l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide. Il y avait un dieu de l'amour, une déesse de l'amour en l'occurrence, un dieu du soleil, un dieu de la mer, etc. Donc, là, c'était plus de la roche, l'arbre, mais chaque phénomène naturel avait son dieu. Puis après ça, ça a été le monothéisme, comme on sait. Le principal monothéisme, ça a été le christianisme. Puis ça a été, après ça, l'islam a pris la relève. Et finalement, le panthéisme. Le panthéisme que Jésus a appelé une religion, c'est la conception du panthéisme, c'est que on reconnaît une espèce d'essence divine à l'univers, puis on dit c'est ça Dieu, puis on croit à ça. Bon, il n'y a personne qui est mort sur un échafaud au nom du panthéisme, puis aucune femme qui se voile au nom du panthéisme non plus. Fait que, on peut croire au panthéisme, mais ça n'a pas d'incidence dans la vie de tous les jours. Le monothéisme, par exemple, ça c'est une autre histoire. Donc, pourquoi que la religion existe? En fait, les anthropologues s'entendent à dire que quand on se pose la question, c'est quoi la caractéristique principale qui a fait en sorte que l'homme a gagné la course évolutive sur la planète? La première chose qu'on est porté à dire, c'est l'intelligence. Bien, c'est pas la bonne réponse. En fait, c'est nos habiletés sociales. Parce que c'est pas tant l'intelligence qui fait que l'homme est supérieur aux animaux. Prenez un homme face à un lion, par exemple. Si le lion essaie de l'attaquer, il va le tirer. Mais enlevez-y sa carabine, par exemple. Je laisse deviner qui va gagner. L'homme tout seul, dépourvu, sans l'intelligence collective, en l'occurrence la carabine, qui est un produit de l'intelligence collective, n'est pas grand-chose. Imaginez-vous en Abitibi au mois de mai, sans vêtements, vous ne durerez pas longtemps. Les maringouins vont raison de vous en moins de 24 heures. Au mois de janvier, même raisonnement à moins 35. Grâce à la technologie, donc grâce au savoir collectif, donc grâce à nos habiletés sociales, on est supérieur. Mais ces mêmes habiletés sociales-là qui nous ont permis de développer l'empathie, la compassion, qui nous ont permis de reconnaître quand quelqu'un est fâché après nous, ou quand il nous aime, ou quand il veut nous aider, ou quand il veut nous nuire, ces mêmes attitudes sociales-là nous ont fait développer une espèce de paranoïa. On fait dans ce temps-là de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on s'imagine, on prête des intentions à des phénomènes naturels qui n'en ont pas. Par exemple, l'exemple du chaman qui fait une danse de la pluie, on prête des intentions humaines
aux phénomènes météorologiques. Et ça, c'est le cas de l'animisme. Puis c'est pas restreint aux hommes en passant. Vous allez me dire, ah, bien, il y a des animaux qui sont grégaires, qui vivent qui ont des habilités sociales aussi. Bien, le chimpanzé fait de l'animisme. Quand il y a un gros orage, là, Franz de Waal, qui est un anthropologue célèbre qui étudiait la question, il a remarqué que les chimpanzés prennent des bâtons puis frappent par terre quand il y a un gros orage. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus qu'il y a une intention malveillante en arrière de l'orage. Donc, pour se venger, ils battent la terre en disant « On va tellement te battre que tu vas arrêter ton orage. » Puis l'orage arrête, ils se disent « Bien, ça a marché. » Ça confirme qu'il y a une mauvaise intention en arrière de ça. Donc, l'animisme a commencé au niveau des mammifères supérieurs et ça vient de ce phénomène-là, de voir des intentions. La deuxième raison, évidemment, déni de la mort. Mon père, mon grand-père sont morts depuis longtemps. Je rêve la nuit, ils sont encore dans mes rêves. On est comme ça, les êtres humains. Quand quelqu'un nous quitte, on ne veut pas admettre qu'il nous quitte. Donc, c'est réconfortant de s'imaginer qu'il est encore sur un nuage à nous regarder, puis qu'on peut lui parler le soir. Insécurité devant l'ignorance. Tu sais, on se ramasse là avec une conscience, puis on essaie de comprendre quelque chose. Quand on regarde le ciel, quand on regarde la première diapo que je vous ai montrée, tu te dis, bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, ça, c'est insécurisant. La religion amène des réponses. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est des réponses. La science, elle nous laisse notre appétit un peu. L'ordre social, on va voir un très bon exemple tantôt, mais pendant longtemps, la religion a servi de système de justice. Puis finalement, le sentiment d'appartenance. Quand vous êtes un drogué fini, vous avez tout perdu, là, c'est réconfortant. Pensez qu'il y a encore quelqu'un qui vous aime dans le ciel, puis à l'accueil. On va parler des monothéistes. Si je vous posais la question de pour point qui a inventé le christianisme, vous pourriez me répondre, à tort, que c'est Jésus. C'est une mauvaise réponse. En fait, Constantin et Saint Paul. Saint Paul, qui était un psychopathe avancé, qui a tout designé le concept de souffrir pour gagner son ciel, et Constantin, qui était un politicien hors pair, s'est dit « Hey, ça va être compliqué à gérer cet empire romain-là, parce que dans l'histoire de l'humanité, on avait, à l'époque paléolithique, on gérait des tribus, entre 10 et 100 personnes. Dans le temps des Égyptiens, ça gérait déjà pas mal plus large, sinon il n'y a pas eu de pyramide. Mais à l'époque, l'Empire romain, à cette époque-là, c'était le plus grand empire qui avait jamais existé dans l'histoire, et c'était compliqué à gérer. Il n'y avait pas tellement de manuels de politique disponibles à la bibliothèque pour vous conseiller encore. Constantin, c'était un politicien merveilleux, il s'est dit « Wow, j'aime ça, moi, ce concept-là. Vous obéissez, vous souffrez, vous allez gagner votre ciel après. Voici une belle manière d'asservir le peuple. » Et c'est pas étonnant d'ailleurs que le catholicisme était un allié de toutes les grandes dictatures de l'histoire. Ça se marie très bien ensemble. Et là, ben, l'islam a pris la relève tout récemment dans les pays islamiques. Et d'ailleurs, quand on lit la Bible, là, des histoires, puis si ça vous intéresse, j'en parle dans mon livre, des histoires d'un fils de Dieu avec 12 disciples, dont un qui s'avère un traître, qui est né d'une vierge, qui a marché sur l'eau, qui a transformé l'eau en vin. Juste ça, il y en a 12 pendant le temps de la Mésopotamie. Fait que la belle histoire de Jésus, là, c'est du beau copier-coller d'histoire ancienne. Voilà. Je peux aller dans les détails. Bon, évidemment, dans la salle à laquelle je m'adresse ici, je devine qu'il n'y a pas beaucoup de croyants. Est-ce que le fait, par exemple, si on prend l'exemple du Québec, dans la Révolution tranquille, nous a débarrassé de ce joug intellectuel-là que la religion exerçait sur le peuple, est-ce que ça a réglé tous les problèmes? Est-ce qu'on est plus heureux? Malheureusement, la réponse est non. Pourquoi je dis ça? Je me fie aux statistiques de consommation d'antidépresseurs et plein d'autres facteurs qui, objectivement, puis la dépression, c'est une des maladies qui est en croissance vertigineuse. J'aime donner l'exemple de la Corée du Sud, qui, il y a 20 ans, avait un taux de suicide d'un des plus beaux au monde. Puis, ça n'allait pas aussi bien, la Corée du Sud, il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Corée du Sud là, performe économiquement aussi bien que le Canada. C'est un pays top. Là. Mais depuis que ça va bien, ça va mal. Depuis que ça va bien, le taux de suicide est élevé. Il faut se questionner là-dessus. Là.
J'aurais pas le temps de vous parler d'écologie. Je veux juste vous dire que ça va mal. Vous le saviez déjà. Vous me posez des questions. Je n'aurai pas le temps de vous parler de véganisme non plus. Je veux juste vous dire que c'est une fausse bonne idée. Si ça vous intéresse, vous me poserez des questions à faire des questions. Ce que je vais sauter tout de suite à cette diapo-là pour vous dire que c'est pas la première fois qu'il y a une grande civilisation qui s'écroule. Hein, on l'a vu avec les Grecs, on l'a vu avec les Romains, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Il y a tout le temps eu un moment où une civilisation commence toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on facilite la vie des gens, puis la civilisation atteint une certaine apogée. Puis à un moment donné, c'est la décadence. Et là, qu'est-ce qui arrive quand c'est la décadence? Les barbares font leur invasion. Chaque époque a ses barbares. Alors, dites-vous une chose, c'est que quand tout le monde est dépressif, c'est vous ouvrez la porte à la radicalisation, vous ouvrez la porte à l'islamisme, vous ouvrez la porte à l'intégrisme tout à quel. Maintenant, où trouver le bonheur? Si on ne peut pas le trouver dans la religion, où est-ce qu'on le trouve? Quand j'étais jeune, mes parents n'étaient pas très riches, puis à chaque fois que j'avais des chicanes entre mes parents, c'était tout le temps une question d'argent. Fait que dans ma tête, je m'étais dit, moi, je vais devenir riche. À 30 ans, je vais être millionnaire, comme ça, je vais être heureux. Il y a des gens qui me disaient, Romain, l'argent ne fait pas le bonheur. Je pensais, je leur disais pas, ben oui, tu peux même parler, tu n'es pauvre, tu n'es même pas assez intelligent pour être riche. J'ai fait le test. Ça, c'est ma maison à 30 ans. Sans être architecte, vous pouvez deviner que ça vaut quelques millions. Et, malheureusement, le phénomène magique ne s'est pas produit. L'année de mes 30 ans, j'ai fait mon calcul d'équité personnelle et j'étais dans les 7 chiffres avancés. Et la magie ne s'est pas produite. Le sentiment de félicité ne s'était pas emparé de moi. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il avait raison. Que l'argent n'est pas, le bonheur n'est pas dans l'argent. Alors, où est-il? Et là, c'est une question qui a trotté dans ma tête longtemps. Puis, dans la dernière année, j'ai eu du temps. J'ai dit, tiens, je vais creuser le sujet, puis c'est de ça que je vais vous parler dans les prochaines slides. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une convergence entre les dernières découvertes en neurobiologie et la sagesse antique. Ça, c'est intéressant. On va commencer par une petite analyse du cerveau, parce que, tu sais, si on veut réparer une montre, la montre est défectueuse, les gens sont malheureux. Si on veut réparer une montre, il faut savoir comment elle marche. C'est un ingénieur qui parle, là. C'est logique. Donc, ça, c'est le cerveau. J'ai dit tantôt que la vie, c'est un édifice à étages, bien, le cerveau aussi. La fondation, elle est là. On partage le même cerveau que les reptiles, le cerveau reptilien. C'est lui, il gère plein de trucs qu'on n'est même pas conscient. Il gère notre battement cardiaque, il gère notre faim, il gère la température de notre corps, il gère tout ça. Puis tu as un autre cerveau par-dessus qui est partagé par les mammifères. Ça gère les émotions. L'amour, la peur, la haine. Puis par-dessus tout ça, le dernier étage, le penthouse, c'est le néocortex. C'est le cerveau dont on est bien fiers, nous autres, les êtres humains. Mais les baleines, les dauphins en ont un aussi, un néocortex, soit dit en passant. Moins développé que l'autre, néanmoins. Ce qui est fascinant, là, c'est qu'on partage encore 60% de notre ADN avec une mouche. Puis 99% avec un chimpanzé. Un chimpanzé, je ne sais pas, je le regarde, je trouve qu'il ne me ressemble pas bien gros, mais on a juste 1% d'écart quand même. C'est pour montrer à quel point on n'est pas loin des autres. Là. Et d'autres résultats scientifiques que je relate dans mon livre aussi, c'est que 50% de la personnalité est due à la génétique, 40% de notre influence de nos amis quand on est ado. Il ne reste pas grand-chose pour l'éducation parentale. Ça, c'est un petit peu décevant pour les parents. Puis en passant, j'aimerais vous parler de l'expérience de Persinger. C'est un gars qui s'est mis à faire des corrélations entre les structures de cerveau et les gens croyants. Puis il a remarqué que les gens qui croient ont le labe pariétal droit plus atrophié. Puis là, notamment, le labe pariétal droit est responsable de la perception spatiale. Donc, c'est des expériences mystiques là, de décorporisation. Quand les gens meurent, puis ils se voient plein au-dessus, bien, ça a l'air que le pariétal droit manque d'oxygène un petit peu, là, quand tu es entre la vie et la mort, et ça te fait vivre toutes sortes de trucs de même. Mais il était plus loin que ça.
ils se sont dit, mettons que je prends un cerveau normal, puis je le détériore, le lobe pariétal droit, est-ce que la personne va devenir plus religieuse? Puis la réponse est oui. Il a fait ce qu'on appelle God's Helmet, une espèce de casque que tu mets, qui envoie un puissant champ magnétique dans ta tête pour détraquer le lobe pariétal droit. Et puis la personne a décrit toutes sortes d'expériences mystiques. Elle se voit dans le ciel avec des anges, etc. Tu formes le courant, les anges disparaissent. Voilà. Ça, un autre quiz pour vous. Vous n'avez pas besoin de répondre sur votre cellulaire. Répondez dans votre tête ou à la main levée. Laquelle des deux X, vous voyez, il y a deux X à l'écran, là. Laquelle des deux X est dans la case la plus foncée? Bon, c'est qui le smart là, qui a dit pareil? Là? La réponse c'est pareil, oui. Ils sont exactement 53% de niveau de gris les deux. Mais c'est pas ça que vous voyez. Savez-vous pourquoi c'est pas ça que vous voyez? Parce que ce que vos sens vous rapportent de la réalité, c'est pas la réalité. Perception is not reality. Votre cerveau fonctionne avec des représentations de la réalité que vos sens sont fabriqués. C'est vrai pour la vue, savez-vous quoi? C'est vrai pour le cognitif aussi. Et je vais vous arriver avec des exemples concrets de ça. On va parler du libre arbitre. Vous savez ce que c'est le libre arbitre? C'est le principe en vertu duquel quelqu'un peut être jugé coupable ou non coupable dans le système judiciaire. C'est le principe en vertu duquel il y en a qui font des péchés, puis vont en enfer, puis d'autres vont au paradis. Si, au fond, le cerveau, c'est juste un tas de cellules qui sont des molécules, qui sont des atomes, en théorie, ça fait appel aux lois de la physique, de la chimie. Fait qu'en principe, vous le savez tous, les lois de Newton sont déterministes, c'est-à-dire que si vous connaissez l'état d'un système à l'instant T, vous êtes capable de prédire exactement l'instant T plus 1. Est-ce qu'effectivement, auquel cas, le libre arbitre n'existe pas? Le destin existe, notre vie est toute tracée d'avance. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a un bonhomme appelé Penrose, chercheur en Angleterre, qui a démontré que les processus du cerveau font interagir la mécanique quantique, et dans la mécanique quantique, le hasard existe. Dieu dit joue effectivement au dé, contrairement à ce que Einstein avait dit. Ouf! Maintenant, Gazzaniga, c'est un gars qui a fait une expérience bien intéressante, il faut que je vous en parle. Je surveille mon temps parce que je suis assez serré. Vous savez, quand on a l'épilepsie, là, on a une espèce de décharge électrique entre nos deux hémisphères. Une façon de guérir ça, c'est de couper la connexion entre les deux hémisphères. Sauf que ça a des effets secondaires de couper la connexion entre les deux hémisphères. Vous devez savoir que la main droite est contrôlée par le cerveau gauche et vice-versa. Vous devez savoir aussi que la parole vient du cerveau gauche. Alors, ils ont fait une expérience avec quelqu'un, ils ont lancé sur une chaise, puis ils ont isolé ces deux champs visuels. Donc, ce qu'ils voyaient de l'œil droit, ce qu'ils voyaient de leur gauche, c'était pas la même chose. Dans l'œil droit, dans l'œil gauche, ils ont mis une pancarte qui disait « Lève-toi ». Le gars s'est levé. Puis ils ont posé la question « Mais pourquoi tu t'es levé? » Bon, écoute, je comprends, ça fait longtemps que j'étais assis là, j'avais des fous dans les jambes. Ah, fausse réponse. Mais qui a répondu? C'est le cerveau gauche qui a répondu. Le cerveau gauche n'a aucune idée pourquoi il s'est levé. C'est le cerveau droit qui a fait lever, qui a envoyé la commande pour se lever. Le cerveau droit qui a entendu ça par l'oreille gauche. Ça, là, les conclusions de ça s'appliquent pas juste aux épileptiques, là. C'est qu'au fond, là, on n'est pas tout seul dans notre tête. Il y a bien du monde là-dedans. Puis celui qui parle, là, c'est un de la gang. Puis c'est même pas le plus actif. En fait, celui qui parle, j'aimerais ça comparer ça, une comparaison du Québec, là, commentateur de hockey. L'action se passe sur la glace. Les acteurs sont sur la glace, c'est ceux qui ont le bâton dans les mains. Celui qui parle au micro, là, il dit « Ah oui, il a passé la rondelle à son ami parce qu'il veut faire tel part. » Il n'a aucune idée, il n'est pas dans sa tête, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais il figure. Et c'est ce que vous faites tout. Pourquoi tu as frappé ton boss? Ah, ben pour tel. Bon, ils ont placé des électrodes dans le cerveau, ils se sont rendus compte qu'il y a un délai entre le moment où la décision d'une action est prise, puis le moment où le centre de la parole est atteint. Il y a un décalage entre les deux. Donc, au fond,
L'action, la décision est prise avant même qu'on l'ait verbalisée ou même plus la verbaliser. Scary. Et une autre conséquence de ça, c'est que chez certains individus, c'est un peu détraqué, notamment les psychopathes. Puis quand on fait des analyses statistiques, 25% des gens dans une prison sont psychopathes, 2% seulement dans la société. Alors, quand un jeune garçon prend plaisir à étriper son chat pour le faire souffrir à 8 ans, il y a des bonnes chances qu'ils vont faire la même affaire plus tard avec des adultes. Puis ça, c'est comme dans le cerveau. Puis ils auraient beau dire au gars, « Ah, mais t'as commis un péché. Ah, mais ton libre arbitre t'a mal guidé. » Non, c'est pas le libre arbitre. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Ça va bousiller. On va parler d'amour. Il y a quelque chose de fascinant chez les mammifères, donc chez les hommes aussi, hommes-femmes. En moyenne, ça c'est bien délicat ce que je vais parler de ça, là. En moyenne, les hommes sont aussi intelligents que les femmes. Mais l'écart type est bien différent chez les hommes. L'écart type est beaucoup plus grand chez les hommes. Donc, en moyenne, les femmes sont, évidemment, il y a une variance d'intelligence chez les femmes. Les femmes ne sont pas toutes également intelligentes. Mais les pires cas d'idiotie et les plus grands génies, ça, c'est les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Il se passe que quand on analyse la diversité du chromosome Y, qui lui vient du mâle, puis qu'on compare ça aux autres chromosomes, on se rend compte que le chromosome Y a une diversité beaucoup, beaucoup plus restreinte que, par exemple, les chromosomes dans vos mitochondries. Et la raison de ça, c'est que les femmes contribuent à peu près également à la reproduction. Ils ont entre 0 et 3 enfants, habituellement entre 1 et 3. Alors que les hommes, il y a beaucoup d'hommes dans l'histoire qui n'ont jamais enfanté, puis il y en a d'autres qui ont enfanté beaucoup. Genghis Khan, qui était le chef des Mongols, 100 ans après sa mort, il y avait 1 million de descendants directs. Il était actif. Alors, à cause de ça, les motivations sexuelles de l'homme et de la femme sont très, très différentes. La femme peut se reproduire une fois par 9 mois. Elle est en recherche de la qualité. Pour elle, ça compte que le gars soit intelligent ou ait l'air intelligent. Un gars peut se reproduire théoriquement une fois par jour. C'est pas grave si 9 fois sur 10 est idiote et que la progéniture va mourir. La fois sur 10 qu'elle va être intelligente, les gènes vont se reproduire. Ils ont 2 stratégies de reproduction complètement différentes. Et chez les animaux supérieurs comme les mammifères, c'est encore plus vrai chez l'homme, mais c'est vrai aussi chez d'autres mammifères, il faut que le mâle, après la naissance, reste dans le coin un certain temps, parce que sinon, ça devient difficile pour la femelle de prendre soin du bébé et de s'alimenter en même temps. C'est question de reproduction des gènes. Alors, la nature a inventé, ou Dieu, si vous êtes croyant, tout un jeu d'hormones bien intéressant ici. D'abord, l'hormone du désir, la testostérone, ça, c'est ce qui fait en sorte que la copulation a lieu. Après ça, on rentre dans une phase de passion, dopamine. C'est des substances chimiques analogues aux opioïdes. Et après ça, après un petit bout de temps, la passion, on le sait, je pense qu'il y a assez de tête blanche ici pour le confirmer, que la passion, ça finit par s'estomper. C'est remplacé par l'amour. Mais l'amour, au fond, là, c'est... Oups! C'est de l'ocytocine et de la vasopressine. Et ça, ce sont les hormones qui font en sorte qu'on s'attache. Quand le bébé est né, là, la femme a une baisse de libido parce que l'ocytocine prend la place de la testostérone. Là, il faut qu'elle s'occupe du bébé. Et chez l'homme, ça dure 4 ans, cette affaire-là. Alors, et c'est le temps pour qu'un être humain devienne autonome. C'est sûr, dans la société moderne, c'est une autre réalité, là, mais à la nature. Chez les renards, ça dure 4 mois. Le père dure 4 mois, parce que 4 mois, c'est le temps pour qu'un bébé renard devienne autonome. Chez les souris, il ne reste pas. Le mâle, il baisse, il disparaît, mais les souris, dès qu'ils naissent, sont autonomes. C'est tout organisé intelligemment.
Et autre phénomène intéressant, aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est qu'on a été capable d'observer l'homosexualité masculine à l'IRM. Donc, l'homosexualité serait vraisemblablement génétique, avec un degré de 1 à 10, et à 10, c'est sûr que le gars l'est, puis à 1, c'est sûr qu'il ne l'est pas, mais à 5, ça va dépendre de l'environnement social. Donc, si dans une population avec une grande population, il va l'être plus, puis s'il est dans une région désertique où il y a très peu de population, il va l'être moins. Puis vous pouvez deviner pourquoi ça joue comme ça, c'est une réponse de la nature. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop d'individus, le secret n'est plus d'en faire plus pour augmenter les chances de reproduction des gènes, mais de bien les élever. Et là, les homosexuels, dans la chaîne naturelle, jouent les rôles d'éducateurs au lieu de reproducteurs. Et étrangement, le clergé s'occupait beaucoup de l'éducation et des hôpitaux, et une grande concentration d'homosexuels aussi. On va parler du système hédonique. J'ai parlé de dopamine tantôt. Daniel Gilbert a mené une étude super intéressante. Il mesurait le bonheur chez plusieurs de ses patients. À un moment donné, il y a un de ses patients qui a fait un accident d'auto et est devenu paraplégique. Il a passé le restant de ses jours dans une chaise roulante. L'autre de ses patients a gagné 14 millions de dollars à la loto. Question. Lequel était le plus heureux 24 heures après l'événement? Ben non, le millionnaire était plus heureux que le paraplégique. Deuxième question. Un an plus tard, les deux, autant le paraplégique que le millionnaire, étaient retournés au même niveau de bonheur, tel que mesuré par ses hormones, qu'avant l'incident. Heureux ou malheureux. Fait que la dopamine, au fond, puis dans mon livre, l'exemple que je fais, je compare ça à quelqu'un qui est dans le désert. Depuis 3 jours qu'il n'a pas bu. Posez-lui la question, son désir le plus ardent, c'est quoi? C'est de boire un verre d'eau. Si je pose la question dans la salle ici, probablement que ce ne sera pas un verre d'eau, ça va être gagnant l'autre qui vient plus. Alors, il ne faut pas confondre plaisir, désir et bonheur. C'est 3 phénomènes dans la tête complètement différents. Une autre étude démontre aussi qu'au-dessus de 75 000 $ US par année, ça c'est l'étude qui a été faite aux États-Unis, il n'y a plus de corrélation entre le revenu et le bonheur. Il y en a une corrélation entre 75 000. Si vous faites 30 000 $ par année, puis vous montez à 75, vous augmentez les chances d'être plus heureux. Mais au-dessus de 75, plus de corrélation. Et ça m'amène à Maslow, psychologue canadien célèbre, qui a ramené le bonheur à 5 étages, en disant, d'abord, il faut que tu combles tes besoins physiologiques. Tu sais, mon gars dans le désert, il a soif. Parlez-y pas de sa carrière, il n'est même plus capable de réfléchir, là, il a soif. Il veut boire de l'eau. En fait, qu'on veut boire, on veut manger. Tant qu'on a l'estomac creux, là, on ne passe pas aux autres étages. Il faut combler ça. Après ça, on a des besoins de sécurité à combler. Mais même si vous avez mangé à votre appétit, vous avez dormi assez, puis vous êtes en sécurité, c'est pas assez pour être heureux. Il manque autre chose. Il manque les autres étages. Ça prend un sentiment d'appartenance et d'amour. Les gens qui ne sont pas aimés ne sont pas heureux. Mais même les gens aimés, qui mangent à leur faim, qui sont en sécurité, ne sont pas heureux. On l'a vu, l'augmentation d'antidépresseurs. Ça prend l'estime. Mais même ça, c'est pas assez. Bill Gates, l'homme le plus riche de la planète, il avait tout ça, lui. Manger à sa faim, clairement. En sécurité, sûrement. Il y avait une bonne relation, ça aurait pu ne pas être, là, c'est pas Steve Jobs. Là. Bill Gates, il avait une bonne relation avec sa femme, avec ses enfants, il l'a encore. Pas de trouble de ce côté-là. Estime, big time, hein? On s'entend quand tu es l'homme le plus riche de la planète. Tu sais, c'est difficile que tu passes la tête dans la corde de porte. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a vendu son entreprise? Il fait partie d'une fondation. Pourquoi? Pour combler son 5e étage. Sentiment d'accomplissement. C'est pas assez d'avoir les gros de même. Il faut que tu aies le sentiment d'envie que tu as fait quelque chose pour aider tes pères. Fait que Mère Teresa, là, c'est pas à cause de Dieu qu'elle a fait ce qu'elle a fait. C'est parce qu'elle a comblé son 5e étage, la pyramide de Maslow. Et il y a une raison évolutive de ça. Ça m'amène à la moralité.
dans mon modèle à moi, la moralité, encore une fois, elle n'a rien à voir avec Dieu, la moralité, en fait, dépend du bonheur et de l'amour. Fait que vous avez les trois ici, là. C'est un triangle. Pardonnez l'ingénieur. Il y a le bonheur ici, la morale, l'amour. Et chacun a une interaction un avec l'autre. On va prendre quelques exemples. Vous êtes heureux. Il y a moins de chances que vous faisiez un crime si vous êtes heureux. Donc, vous allez être plus honnête, donc ça contribue à la morale. Et si vous êtes moral, vous allez avoir l'estime de vos proches, ça va vous rendre heureux. Si vous aimez, vous allez donner de l'affection. Les gens qui vont recevoir l'affection vont être heureux. En retour, quand on est heureux, on est plus généreux, on donne de la bonté, ce qui crée de l'amour. Et ainsi de suite. L'amour, quand vous aimez, vous êtes plus altruiste, ce qui est moral. Quand vous êtes moral, vous êtes loyaux. Loyauté, fidélité, ça aide l'amour. Tout est interconnecté. Alors, la morale, encore une fois, c'est faux de dire que l'homme naît. On parlait de Steven Pinker tantôt. The Blank Slate, c'est un des livres sur lequel est appuyé le mien. C'est que dans la nouvelle doctrine féministe de genre, on est toutes des pages blanches à la naissance. C'est complètement faux. Selon Marx, c'est la société qui fait qui on est. C'est complètement faux. Selon un féministe de genre, il n'existe pas que de gars et d'hommes. C'est complètement faux. En fait, la sélection naturelle a programmé dans notre esprit tous les beaux sentiments humains, compassion, bonté, tout ça, c'est tout programmé dans nos cerveaux pour des raisons évolutives, parce que c'est les qualités que je parlais tantôt qui ont fait en sorte que l'humain puisse fonctionner dans la société. Là, vous allez me dire, bien, comment ça se fait qu'il y a des psychopathes? Comment ça se fait qu'il y a des criminels? J'en parle dans mon livre, je n'ai pas le temps d'en parler ici. Il y a une explication scientifique à ça aussi. Donc, ça, j'ai fait un résumé jusqu'à date de ce que la neuroscience avait à dire. Je me suis tapé 550 lectures dans la dernière année de livres et de publications scientifiques. Elles sont toutes listées dans mes références. Vous pouvez toutes les accéder sur Internet. Et ce qui m'a étonné, au fond, c'est que il y a des milliers d'années qui sont passées depuis l'époque grecque, puis au fond, il y a des choses que ces gens-là ont dit à l'époque qui sont corroborées aujourd'hui, 2000 ans plus tard, avec la neuroscience. Marc Aurèle, qui est un stoïcien, bon, comme vous savez, bon, il y a l'épicurisme, le stoïcisme, deux doctrines grecques. C'est une devise qui a été récupérée ça, par les alcooliques anonymes, ça qui rajoute à la devise que Dieu fasse en sorte que, mais bon, si vous enlevez le Dieu, c'est pas Dieu qui a inventé ça, c'est les stoïciens, à une époque où Jésus n'était pas né encore. Alors au fond, c'est que, selon le stoïcisme, ce qui rend malheureux, c'est pas l'état des choses, mais l'idée qu'on s'en fait. J'ai dit tantôt que je vais rester superficiel ce soir, là, je pourrais parler de stoïcisme une soirée complète, mais réfléchissez à cette phrase-là. C'est pas, comme prenons l'exemple de mon type en chaise roulante, ou celui-là qui est millionnaire, c'est pas la réalité, la situation qui fait qu'objectivement on est malheureux ou malheureux, mais l'idée qu'on s'en fait. Donc, au fond, ce que Marc Aurèle a dit, bien, donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer. La sagesse, de ne pas perdre mon temps à essayer de changer ce qui est inchangeable, comme genre croire à l'au-delà, croire à la réincarnation, puis se rendre malheureux parce qu'il n'y a pas de réincarnation, ça c'est une perte de temps. Et aussi, la perspicacité de distinguer l'un de l'autre, évidemment. L'épicure, puis quand on parle d'épicurisme aujourd'hui, on confond souvent avec hédonisme. Dans la nouvelle mode, dans la nouvelle société, mais c'est pas la même chose. L'hédonisme, ça c'est le party, OK? Non-stop party. L'épicure, il n'a pas dit « Soyez sous à journée longue, vous allez être heureux », c'est pas ça qu'il a dit. C'est plus subtil que ça, là. L'hédonisme est une fin en soi, c'est-à-dire que c'est une des manières d'arriver au bonheur,
Mais le vrai bonheur, l'eudémonisme, le bonheur vrai, ça, c'est beaucoup plus compliqué que simplement être sur le party non-stop. Donc, j'ai un chapitre sur l'épicérisme aussi dans mon livre. Et finalement, le stoïcisme, ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, hein, le stoïcisme part du principe que ce qui trouble l'humain n'est pas ce qui est ou ce qui arrive, mais l'opinion qu'il s'en fait. Puis là, on va remonter encore un peu plus loin dans la sagesse ancienne, parce que il y en a qui prétendent que sans religion, ça serait le chaos dans la société, mais savez quoi? La civilisation chinoise, bien avant des Grecs, hein, ça a été paisible pendant plus que 1000 ans. Puis il n'y en avait pas de religion. Il y avait des spiritualités, le taoïsme, le confucianisme, etc., mais ce n'était pas religion avec des anges de Dieu qui jouent d'arbres et nuages, avec des notions de péché puis d'au-delà. C'est pas ça du tout. Et c'est mon avant-dernier chapitre dans mon livre, le yin et le yang. Ça vaut la peine de dépoussiérer ça, là. Pas besoin d'être en grande jaquette orange pour s'intéresser à ça, là. C'est qu'au fond, on réalise que, et Jordan Peterson m'a mis un peu sur cette piste-là, j'en parle un peu aussi dans Jordan Peterson, c'est que finalement, quand tu regardes la vie, c'est toujours un équilibre entre l'ordre et le chaos. Hein. Le chaos, c'est quoi? Au sens large, hein, c'est le défi, c'est la découverte, la liberté. L'ordre, c'est le confort, le connu, la stabilité. Trop de l'un ou trop de l'autre, la vie n'est pas agréable. Une vie trop ordonnée où il ne se passe jamais rien, c'est pas intéressant. Une vie chaotique, c'est pas intéressant non plus. Dans mon livre, je donne l'exemple de Loa, celui qui a commandé Apollo 13, la mission. C'est un héros. Cet événement marquant-là a défini son être. Personne ne connaîtrait ce nom-là si ça n'avait pas été de cet accident-là qui est arrivé avec Apollo 13. C'est certain qu'au moment où c'était arrivé, ce n'était pas agréable du tout. Là. Mais c'était plus le même gars après qu'avant. Et ça, là, les Apollo 13, on en a tout dans nos vies. Il y a des moments là, qui sont fichtrement pas le fun. Mais ils nous définissent. On n'est plus jamais le même une fois qu'on a vécu cette épreuve-là. Ça fait partie de notre personnalité, de qui on est, de notre définition. Des souvenirs qu'on va laisser à postérité. Puis s'il en arrivait jamais, la vie serait bien plate. Puis si on arrive tout le temps, c'est encore plus plate. Alors, la conclusion dans mon livre, au fond, c'est ça va pas bien. On a jeté la religion, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Là, il faut réaliser que c'est pas parce qu'on est des scientifiques, c'est pas parce qu'on est des sceptiques, c'est pas parce que ça veut dire qu'on ne croit plus aux anges de Dieu qui jouent l'arbre sur les nuages, qu'il faut pour autant abandonner la spiritualité. On peut être spirituel et les deux pieds bien connectés à terre. Mon dernier chapitre est plus politique dans mon livre. C'est un survol. Au fond, c'est une espèce de... J'en ai profité, j'ai fait de l'opportuniste, c'est sûr, on donne l'affaire jamais très loin. Il y a eu tout un débat sur la laïcité au printemps. J'ai surfé là-dessus dans mon livre. Je le fais encore en ce moment avec la campagne électorale. Je parle beaucoup de laïcité dans mon livre. Le dernier chapitre, comme je dis, plus politique. Les solutions que j'amène, c'est de dire, ben regardez, là, il y a un problème avec l'écologie, là. À un moment donné, là, on va faire adresser le vrai problème d'une surpopulation humaine. Arrêter de faire la promotion de... Hein, comme les religions, c'est ça, faire des bébés à dizaines, il faut décrocher de ça. Là. Et il commence à manquer de place à la planète. Donc, il faut penser à des économies durables, des économies qui ne pelletent pas par en avant, qui ne dépendent pas de la croissance démographique pour balancer. Ça, c'est... Vous savez l'expression « pelleter par en avant », là? Ben, c'est ce qu'on fait, c'est ce que nos politiciens font. Parce qu'ils promettent des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais ça finit par se régler parce que la population croît. T'sais. Comme on s'est payé un stade olympique en 1976 qu'on n'a pas les moyens, mais il va finir par se payer. Il a fini par se payer parce que ben, la population est en croissance. Puis on pèle le banc de neige par en avant. Le banc de neige, il grandit. Là. Ça prendrait une taxe. Ma grande conclusion, sans rentrer dans la question environnementale, j'ai un chapitre sur l'environnement. Au fond, ce que je dis, c'est que c'est un concept de taxe de carbone, mais plus élargi. Le jour où
le coût de chaque bien de consommation va refléter réellement son coût social total en amont, en aval. Le jour où vous faites ça, là, laissez faire l'éducation, laissez faire les petites marches dans la rue, regarde, tout va se régler tout seul. Parce que les gens, là, quand ils touchent à leur portefeuille, là, ils comprennent vite. Ça, là, même si ça n'a pas été à l'école, ils comprennent ça. C'est un langage universel, le portefeuille. Même chose, même chose avec l'agriculture. Il faut repenser à la manière qu'on fait l'agriculture. Ça n'a juste pas d'allure, ce qu'on fait en ce moment. Là. Combien de temps? OK. On ne peut pas continuer à labourer, rajouter de l'azote, rajouter des insecticides, des pesticides. On affaiblit la terre est plus faible, a besoin de plus de pesticides, il pleut, ça se lessive, ça va dans l'eau d'égout, ça va dans les rivières, ça pollue tout. En tout cas, je pourrais en parler pendant 2 heures de temps, là, mais c'est un sujet en soi. Et finalement, je conclue en disant que il est temps qu'on accouche d'une politique utilitariste, où on mesure la performance d'un politicien en fonction d'un KPI, là, une métrique de bonheur collectif. Pour moi qui ai inventé ça, les utilitaristes en montent à plusieurs siècles. Mais, tu sais, il y a bien des choses qui ont été inventées il y a longtemps qui servent aujourd'hui, mais je pense qu'il est temps de faire la même chose avec l'utilitarisme. Il est temps d'appliquer l'utilitarisme dans la vie politique d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Louis, j'ai combien de temps pour les questions? Une demi-heure. Bon, ben, j'ai pédalé finalement. Oui. C'est la 2e fois que je donne ma conférence, puis la première fois, rendu à la fin de la conférence, j'avais juste un tiers de mes slides. Là, je me suis dit, là, je ne veux pas refaire la même erreur. Donc, je vais prendre des questions. Il y a un micro pour les questions, là? Actuellement, s'il y a des questions, vont à l'arrière pour les poser. Et je vais passer le micro, puis alors, puisque tu as entendu la perche, le véganisme. Puisque? Tu as entendu la perche, le véganisme. Ah oui, le véganisme. Bon, ben écoute. Alors, pourquoi le véganisme, c'est une fausse bonne idée? Il y a 3 raisons. Et je vais les reprendre une par une. La première, c'est que c'est mauvais pour la santé. La deuxième, c'est que c'est pas écologique. La troisième, c'est que c'est immoral. On va les prendre un par un. Pourquoi le véganisme, c'est mauvais pour la santé? Parce que il y a des substances nécessaires à la santé qui ne se trouvent pas dans les plantes. On donne l'exemple de la vitamine B12. La vitamine B12, on peut la synthétiser. Donc, si quelqu'un prend soin de prendre des bonnes quantités de vitamine B12, en théorie, il ne fait pas de dommages. Celui qui manque de vitamine B12, ça cause des problèmes cérébraux importants. Et ce qui est traite, c'est que ça ne paraît pas tout de suite. Hein? C'est quand vous prenez une brosse, vous êtes malade le lendemain. Vous avez compris que c'était la brosse qui a rendu malade. Mais tu sais, quand tu manques de vitamine B12, là, tu peux commencer à avoir des symptômes 1 an, 2 ans, 3 ans après, ou dans 1 mois, ça dépend de l'intensité de la carence. Et on a toujours pris pour acquis pour le moment que celle qui est synthétisée, qui n'a pas exactement la même structure chimique que celle qu'on retrouve naturellement dans la viande, fait le même travail. Les études épidémiologiques vont finir par démontrer si c'était vrai. Mais le gros problème aussi de la vitamine B12, c'est qu'on ne peut pas mesurer, dans le bilan sanguin, on ne peut pas mesurer efficacement s'il en manque ou pas, parce qu'il se crée une interférence entre la vitamine B12 et certaines algues que le végan est obligé de manger pour combler d'autres genres de besoins. Donc, au spectroscope de masse, la vitamine B12 est cachée en arrière. Les autres substances sont présentes dans les algues. Fait qu'il n'y a pas de moyen fiable de savoir qu'effectivement, on prend suffisamment de B12. Donc, ça prend quelqu'un qui est bien renseigné, qui sait exactement les doses journalières qu'il doit prendre. Et dès qu'on commence à parler de dosage, de dose, de spectroscopie, vous comprenez une chose, là, que je peux m'adresser même à l'élite intellectuelle.
mais quand même, des mortels, des électeurs, là, ça le dépasse. Là. Alors, on peut. Tu n'as pas besoin d'être bien intelligent pour être omnivore, sans 3 heures de carence. Juste à ne pas trop manger de junk food souvent, puis ça va aller. Mais ça prend des connaissances de nutrition vraiment solides pour éviter des carences. Mais il n'y a pas juste la vitamine B12, il y a surtout l'oméga 3. L'oméga 3 vient sous 3 formes. ALA, acide linolénique alpha, l'EPA, l'acide écosapenthaionique, et 20 atomes de carbone, puis docohexaïonique, 22 atomes de carbone, on surnomme aussi l'acide cervonique. L'oméga 3 ALA, on en retrouve dans les végétaux, on en retrouve dans les noix, on en retrouve dans l'huile de lin. Les végans disaient tout le temps, ah, je ne mange pas d'oméga 3, je mange des graines de lin. Ben ouais. Mais ton cerveau n'en a rien à foutre des graines de lin. Ton cerveau, il a besoin de l'EPA et du DHA. Et ça ne se retrouve pas dans aucun végétal, sauf certaines variétés de microalgues. Donc, le végan doit se supplémenter avec des microalgues qui sont testées pour contenir 650 mg d'EPA, DHA tous les jours. S'il ne le fait pas, à plus ou moins long terme, il va y avoir une détérioration de ses capacités cognitives. Puis ça, comment on mesure ça? Comment vous mesurez une détérioration des capacités cognitives? Tu étudies, tu t'en vas passer un examen, tu l'échoues. C'est à cause de la détérioration. Tu ne peux pas le savoir. Il faudrait comme avoir 2 vies parallèles. Il faudrait avoir des jumeaux identiques. Un qui est nourri végan, puis l'autre pas végan. Bien, ça existe, ces études-là. Puis je les cite dans mon livre. Je cite à peu près 50 études dans mon livre où est-ce que des tests de fait sur des jumeaux identiques. Puis oui, il parle des écarts de quotient intellectuel jusqu'à 15-20 entre quelqu'un qui est végan. Donc la même génétique, là. Ils sont partis de la même génétique au départ. Le fait de se nourrir végan, pas végan, 20 points de quotient intellectuel de différence. Donc, c'est sûr que l'idée paraît sexy au départ parce qu'on se dit, si on mange pas de viande, on cause moins de troubles, on prend moins de troubles sur la planète, on prend moins de place, notre empreinte est moins grande. Pousser ce raisonnement-là à l'interne, à l'extrême, ça serait, on devrait juste boire de l'eau aussi. Ça serait encore moins taxant sur l'environnement. Mais on sait tout intuitivement que si on fait juste boire de l'eau, on ne durera pas longtemps. Ça, on le sait, parce que l'effet est assez rapide. Dans le cas du véganisme, l'effet est plus lent et plus sournois. Donc, c'est moins évident. Mais c'est le même principe. Parce que le problème à la base, c'est qu'il y a trop de monde sur la planète. Fait qu'il faut arrêter de passer à côté du problème et adresser le vrai problème en face. Maintenant, est-ce que le véganisme est écologique? Évidemment, vous avez toutes les études. Produire 1 kg de bœuf, ça prend tant de kilogrammes de soya. Donc, tu dois tout de suite prendre le soya, puis nourrir l'humain avec. Bien, ça ne tient pas la route non plus. Et il y a de plus en plus d'agronomes, dont David Montgomery, qui l'ont démontré. Et tranquillement, vous allez en entendre de plus en plus parler. Je cite plusieurs auteurs dans mon livre là-dessus. Je résume un peu leur pensée à ces gens-là. Mais essentiellement, le principe, c'est le suivant. C'est que ce que préconise... bon, c'est sûr que la personne qui commence à être végane seule dans son salon, elle ne réalise pas jusqu'où le programme, la doctrine s'en va, mais la vraie doctrine végane, elle est contre le biologique en passant. Qu'on se le dise, là, végane égale antibiologique. Ils sont pro-pesticides, pro-monoculture. Puis c'est bien simple. S'il n'y a plus d'animaux d'élevage, il n'y a plus de fumier. S'il n'y a plus de fumier, comment est-ce qu'on nourrit les cultures? C'est avec des engrais chimiques. David Montgomery puis plusieurs autres géologues, agronomes, dis-je, ont démontré que puis on l'a fait, même si ce n'était pas pour une question de véganisme, les dernières décennies, là, on a nourri nos terres agricoles avec des engrais chimiques et des pesticides. C'était quoi le résultat? Moi, j'arrive de la chasse à moutarde, j'en ai tué 5 en fin de semaine, et malheureusement, aucun bébé dans le dos. Puis en jasant avec les chasseurs, on a appris que ça fait 3 ans, plus de bébés chez les outards. Et on pense que c'est à cause des insecticides qu'on utilise dans les champs. On a un problème avec les abeilles aussi, à cause des insecticides.
on avait, à l'état naturel, dans le champ, il y a à peu près 5 de biomasse dans le sol. Ça, là, la biomasse dans le sol, là, donc les vers de terre, les champignons mycorhiziens, les nématodes, ça, là, ça vaut additionner tous les êtres humains, tous les animaux d'élevage, additionner tous les lions, les antilopes, all together les animaux, c'est même pas 10 de la biomasse. Fait que si on veut vraiment protéger les êtres vivants, pensons à la biomasse. Parce que là, en ce moment, en Europe, 60 de la biomasse dans le sol est disparue. En Amérique, on est rendu avec des taux de carbone dans le sol de 1 Le carbone reflète le taux de biomasse. Okay? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des sols qu'à la moindre orage, pluie, c'est des sols qui se décomposent. Là, et quand on regarde au satellite la sortie de la rivière Mississippi dans le golfe du Mexique, il y a un triangle là, et puis à peu près tout est mort à la sortie de ce triangle-là. Puis ce qui est fascinant quand on va dans les prairies dans l'ouest aussi, l'ouest des États-Unis, parce que dans le temps, ils mettaient des cimetières à travers les terres agricoles. Puis ce qui est fascinant, c'est que vous regardez le cimetière, il est là, puis la terre agricole est là. Vous dites, ben, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont... Comment ça se fait que les cimetières sont tout le temps plus élevés que la terre? Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'au début, ils étaient à même niveau. La terre, c'est complètement lessivée à chaque fois qu'il pleut. Une terre qui est en santé, une terre qui a 4 de biomasse ou plus, elle se tient, elle résiste aux intempéries. Une terre qu'on a traitée aux produits chimiques sans fumier, elle meurt. La biomasse meurt. On vit dans un système intégré. Le meilleur des systèmes, c'est le pâturage. Vous n'utilisez pas d'herbicide. Tu fais de la rotation de culture. Là, en ce moment, la rotation de culture qu'on fait, c'est quoi? Soya, maïs, soya, maïs. On est en train de tuer toutes nos terres. Il faut alterner après des légumineuses spéciales qu'elles autres fixent l'azote du sol, remettent dans le sol. Puis après ça, comment tu désherbes? Avec des herbicides, avec des vaches. Tu les envoies dans le champ. C'est ridicule de nourrir le bétail avec du soya. Ça, c'est vrai. Les végans ont raison là-dessus. C'est complètement ridicule. Mais c'est quoi? Quand tu nourris des vaches avec du soya, ça donne de la mauvaise viande. Là, il y a une étude qui vient de sortir là, par un chercheur en Angleterre. Il était temps que ça sorte. Il a fait une méta-analyse qui a finalement démontré que, contrairement à tout ce que vous avez entendu dans la pièce ici, la viande rouge n'a aucune incidence de cancer du côlon. Ça, c'est complètement non fondé. Mais il y a une chose qui demeure vraie. Du bœuf mal élevé, ça ne donne pas de la bonne viande. Un bœuf qui est nourri au grain et qui ne sort jamais dehors, ça te fait un ratio d'oméga 3, oméga 6 de genre 6 pour 1. Et un bœuf qui va dans le champ, puis il va dehors, il fait de l'exercice, puis il mange de l'herbe, lui, le bœuf, il est capable de prendre là et là, tantôt l'oméga 3 que je parlais, à 18 atomes de carbone, puis lui, il a 4 estomacs. Lui, il est capable de synthétiser l'oméga 3 à 20 et 22 que nous, on a besoin. Mais si vous nourrissez le bœuf au soya, il n'y a pas de LA dans le soya. Ça veut dire que la viande que vous mangez, elle manque d'oméga 3. Donc, si on remet... En fait, ce qu'il faut faire, il faut revenir à l'ancien système. Ça prend des petites fermes, puis encore ça, c'est en passant, il y a encore 3/4 de l'humanité qui dépend de fermes plus petites qu'1 hectare. Encore, on s'imagine qu'on dépend tous de grosses fermes, là. C'est juste en Amérique, ça. La plupart des pays dans le monde dépendent de fermes locales de 1 hectare. Pour eux autres, ils n'ont même pas les moyens de s'acheter les pesticides et les fertilisants qu'ils ont besoin pour intégrer le système végan. Mais même nous qui avons les moyens, là, ce serait bien plus payant. C'est sûr que la première année que tu coupes les fertilisants chimiques, cette année-là, tu as un petit problème de rendement pendant 1-2 ans, le temps que la terre se régénère puis que la biomasse se régénère. Un autre avantage aussi de régénérer la biomasse du sol, puis je fais un petit calcul, c'est que si on augmente la biomasse des sols, pas toute la terre sur la planète, là, juste les terres cultivées, okay? Si on augmente le taux de carbone dans les terres cultivées de 8 ça, c'est le plus beau moyen de séquestrer le CO2 de l'atmosphère. Tu fais ça, on revient à nos taux de CO2 de 1750, pré-révolution industrielle. Moi, j'ai élevé des champignons, vous l'avez vu tantôt, pleurote, en 2000.
Puis élever des champignons, un des gros problèmes, parce qu'un champignon, c'est pas comme une plante, c'est comme un être humain. Il étouffe dans le CO2. Tu sais, le plant tomate, lui, est heureux. Dans les serres, on rajoute du CO2 pour qu'il pousse plus vite. Le champignon, il faut que tu l'enlèves. Ben ma serre, là, ben, déjà, on avait des problèmes économiques en 2000, mais impossible. Au Canada, impossible de faire ma serre de champignons pleurotes aujourd'hui parce que le taux de CO2, entre 2000 et 2019, a déjà augmenté. Là. Il y a un méchant problème. Là. Et un des problèmes, c'est qu'on a tué notre terre. Et la meilleure manière de séquestrer le CO2 dans l'atmosphère, c'est de redonner vie à notre terre. La meilleure manière de redonner vie à notre terre, c'est d'utiliser des fumiers naturels, pas des engrais chimiques, d'utiliser la rotation des cultures avec des plantes qui vont les fixer l'azote de l'air, et d'utiliser les bœufs comme désherbant naturel, c'est tout à fait naturel. Le bœuf, il passe, là, tu coupes ton foin, là, tu coupes ton blé, mettons, il reste la paille, le bœuf, il passe, il ramasse ça. Et il défecte dans le champ. Fait que c'est une belle usine d'azote, ça, azote naturel, avec plein de microbes. Hein, là. Les selles d'animaux, c'est plein de microbes, et c'est tant mieux, parce que ça prend ces bactéries-là, ces micro-organismes-là pour régénérer la biomasse. Donc, on fait fausse route sur toute la ligne. Le modèle biologique du véganisme d'un produit agricole est complètement dans le champ. Et finalement, l'argument, je ne vais pas parler encore des heures là, sur ce sujet-là, mais je vais vous résumer, l'argument moral. On dit, c'est pas assez cruel de faire souffrir des animaux d'élevage, et puis ils ont raison. Je suis le premier, moi, à le dire, c'est absolument abominable la façon qu'on élève nos animaux. Mais pourquoi on n'attaque pas le vrai problème? Le vrai problème, c'est la cruauté animale. Tu sais, au début de l'époque industrielle, là, il y avait des manufactures. Puis la vie des ouvriers dans ces manufactures-là, -là, c'était l'enfer. La solution, c'est de fermer les manufactures? Non, c'est de passer des lois pour protéger les droits des travailleurs. Ben, pourquoi on ne passait pas des lois pour protéger les droits des animaux? Pourquoi on ne dirait pas aux producteurs de porc, « Hey, le câble, le jour où tu laisses tes lumières allumées, c'est des êtres vivants comme toi puis moi, puis pas trop grosse différence d'intelligence dans certains cas. » Fait que je dis, alors allume tes lumières. Puis ce qu'on a fait avec les porcheries aussi, c'est qu'avant ça, à l'époque de mon grand-père, il y avait un caniveau rempli d'eau. Puis un cochon, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un cochon, c'est pas un cochon, là. Tu sais, ça aime la propreté. Puis si un caniveau rempli d'eau, ça va faire comme un chat. Un chat, c'est l'initial dans la maison, il va aller là. Un cochon, c'est la même affaire. Il y a un caniveau rempli d'eau, il va aller faire ses besoins-là. Mais là, le ministère de l'Environnement, il a dit qu'il fait juste compter comme des comptables, là, puis les végans comptent comme des comptables. Ben non. On met de l'eau, après ça, on ramasse le lisier. Là, il faut extraire l'eau. C'est trop cher, ça. On ne met plus d'eau. Fait que là, faites une expérience. Allez visiter une porcherie, là. Puis c'est épouvantable. Tu passes 15 minutes. D'abord, amenez pas votre linge, le mettez aux poubelles, votre linge. Vous prêtez du linge, là. Puis rentre chez vous, là, votre femme, votre mari va vous demander d'où vous sortez, parce que vous allez puer en tabarnouche. Puis vous allez prendre votre douche, vous allez puer encore après. C'est épouvantable. Ces êtres-là vivent dans cette puanteur-là journée longue. Alors que tout ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter de l'eau dans le caniveau. Alors, passons donc des lois pour protéger les animaux. Vous allez me répondre, « Ouais, mais Romain, si on fait ça, la viande va coûter plus cher. » Ouais. Rappelez mon argument de tantôt sur le portefeuille. Ça, c'est meilleur que l'éducation. Hein? L'offre la demande, c'est bien plus efficace pour changer les habitudes des consommateurs que n'importe quelle éducation. De façon naturelle, les gens qui abusent de viande vont arrêter d'abuser parce que la viande va coûter plus cher. Elle va être de qualité. Tu ne seras pas obligé d'en manger autant. Tu vas pouvoir en manger beaucoup moins qu'avant, mais elle va être de qualité. Puis, moralité, je termine en disant qu'on ne règle pas un problème en disant le pauvre animal de bétail souffre, donc on ne lui permettra plus de vivre. Hein? Tu vois, je suis ton docteur, puis tu dis, « Hey, j'ai mal dans le dos, je souffre. » Il dit, « Ah, je donne une pilule qui va régler ton cas. » Une pilule, tu vas mourir, tu ne souffriras plus. Voyons, c'est pas une solution, ça. Là. Tu veux régler le problème de dos. Faisons donc la même chose que les animaux. Le problème, c'est quoi? Ils souffrent. Réglons donc le problème de souffrance, au lieu de leur empêcher de vivre. Tout ce bétail-là n'aura plus la chance de vivre. Est-ce que c'est un bon deal sur le plan moral, c'est-à-dire? Ah, tu ne souffriras plus, tu ne vivras plus. Voyons donc, c'est pas une solution. On va te faire vivre. Mais dorénavant, ça va être comme la ferme des années 40. Il y a une relation entre le fermier et ses animaux. Puis c'est sûr que l'animal finit à l'abattoir. Mais entre les deux, il est heureux. Puis de toute façon, on va tous finir à l'abattoir. N'est-ce pas?
L'important, c'est ce qui se passe entre la naissance et la mort. Parce qu'on va tous mourir. L'animal de bétail, le bétail d'élevage va mourir lui aussi. Le problème, c'est pas de mourir. Le problème, c'est pas qu'on tue l'animal. C'est un problème si on le tue de façon halal. Ça, c'est inutilement cruel. Tu ne tues pas un animal halal, l'égorger, puis il souffre, tout ça. Là. Je l'ai vu, moi, un cochon se faire être c'était pas halal, mais évidemment, le cochon. Mais quand tu t'égorges un porc, ce que ça fait comme bruit, c'est épouvantable. Il y a des méthodes où est-ce que l'animal ne sent rien quand on l'abat. Je vais laisser... J'espère que j'ai répondu, mais je t'invite fortement à lire mon livre. Il y a un chapitre complet sur le véganisme. Puis il y a un chapitre complet sur l'écologie. Je suis sûr que tu as des choses... Je sais, je lis tes yeux, tu as plein de contre-arguments, mais je te dis, on pourra en parler des heures de temps. Lis mon livre. Puis si ce n'est pas suffisant, lis les références que je cite dans mon livre. Il y a deux... Je sais pas si oui, il y a deux choses qui m'ont accroché dans ce que... deux choses qui m'ont plus accroché que le reste dans ce que vous avez dit. Puis, j'attends pas nécessairement une réponse aussi élaborée là, que ce que vous venez de faire. Donc, d'une part, vous avez énoncé, vous venez de répéter, une espèce de principe qui serait intéressant, un genre de... Ce serait le fun si on pouvait internaliser tous les coûts de toutes les conséquences sociales. Moi, je vois ça comme une espèce d'expérience de pensée parce que, oui, on peut essayer de faire un effort de tendre vers une internalisation des coûts, mais ça m'apparaît très difficile. Tu sais, souvent, on a du mal à anticiper quelles conséquences peuvent avoir nos actions dans le futur, puis exactement les coûts que cela peut avoir. Ça change selon nos moyens techniques. Tu sais, donc, ce que je vous lance là, comme principe, c'est que oui, c'est le fun d'internaliser les coûts le plus possible, mais c'est tout un exercice. Je pense pas que c'est vraiment de le faire de façon parfaite, là, comme vous l'avez dit, puis qu'après ça, la main invisible du marché s'occuperait de tout. Je pense que c'est un peu mythique, à la limite. Utopique. Utopique, oui, mais ça peut être fait de Mais façon partielle. je suis d'accord avec vous. Ce que je dis au fond, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait même pas qui existent. Il y a plein pendant longtemps, on n'était même pas conscient des dommages qu'on causait à l'environnement. Ce que je dis, c'est au moins quand on en est conscient, ben, agissons. Parce que là, en ce moment, nos gouvernements font de la cécité volontaire. Déjà, ça ne sera pas parfait non plus comme système, mais déjà, si ce qu'on sait, on l'appliquait. Tu sais, il y a un agronome là, qui a été congédié au ministère de l'Environnement au Québec, qui a été réintégré finalement. Et ça, ces lanceurs d'alerte-là, on les écoutait au lieu des congédier. Déjà ça, là, ça ferait déjà une grosse différence. Un autre exemple que j'aime donner pour illustrer ça, je suis né avec ça, puis ça rejoint en même temps le véganisme, c'est que quand je suis né, c'était plus en mode d'allaiter. Ma mère voulait m'allaiter. Mais les bonnes sœurs lui donnaient de la misère avec ça. En disant, dans le lait maternisé, il y a toutes les substances nécessaires qu'on retrouve dans le lait maternisé. Il manquait un bout, la phrase. Toutes les substances nécessaires que la science connaît. Il n'y avait pas d'oméga 3. Évidemment, le lait maternisé aujourd'hui, il y a de l'oméga 3 dedans. Mais il manque peut-être encore une autre substance qu'on va découvrir dans 20 ans. Mon point, c'est qu'il faut rester humble face à la nature. Alors, déjà, si on appliquait ce qu'on sait, ça serait déjà un grand pas dans la bonne direction, selon moi. Là. Mais j'admets que mon chapitre 17 est un peu utopique. Hein? Scientifique n'est pas nécessairement antonyme d'utopie. Je veux juste te dire vite, l'autre, c'est que je ne comprenais pas pourquoi vous parliez de l'histoire de la page blanche, là, qui a été... vous avez dit que c'était comme une théorie féministe, mais moi, je l'avais entendu attribué à John Locke, ça a sûrement été dit souvent à travers l'histoire. Donc, je ne savais pas pourquoi. John Locke, Marx, la base de la pensée de Marx, c'est la page blanche. Il y a deux féministes, le féministe de genre, puis l'autre féministe qui appelle, j'ai oublié le nom, là. C'est pas toutes les féministes qui s'entendent là-dessus. Je cite dans mon livre plein de féministes qui sont contre le concept de page blanche. Mais il y a beaucoup de féministes de genre qui ont fait beaucoup de dommages dans nos écoles, là, qui ont essayé d'élever des petits gars comme des petites filles, puis basé sur le principe de page blanche. Et ça a détraqué bien des jeunes garçons. D'ailleurs, c'est un sujet socialement à la mode en ce moment, là, les dommages que l'école a fait à nos jeunes garçons. Effectivement, le féminisme de genre s'appuie sur le principe de la page blanche. Je cite, malheureusement, je ne me rappelle pas par cœur des auteurs, mais dans mon livre, je cite les féministes qui ont échafaudé leur théorie là-dessus.
Et ça a eu, comme je dis, une grosse influence dans la pédagogie à l'école. On commence à se réveiller. Là. Puis heureusement, même notre ministre actuel de l'Éducation, Roberge, a écrit un livre là-dessus, quelques années avant de se faire élire, en disant, en sonnant l'alarme, en disant que faut arrêter ça. C'est pas vrai là, que de façon naturelle, un petit gars en naissance, il va jouer des camions. C'est pas du conditionnement social. Fait que, tout le concept de la page blanche, bien, la science évolue comme ça. La science part avec une idée, puis ça arrive des fois qu'elle abandonne son idée. La science n'arrive jamais, elle évolue jamais en ligne droite. Hein? Il y a des allers-retours. C'en est un bel exemple d'erreur scientifique. Comme l'histoire du cholestérol. Toute l'histoire du cholestérol, ça c'est l'une des plus grandes erreurs scientifiques de l'histoire de la nutrition. Ça arrive que la science fait des erreurs. Ça, quand moi, ça en est une belle. Ça. Merci. Bonjour. Oui. C'est bon. Désolé. Dans le fond, je vais me permettre un petit commentaire, puis ensuite je vais vous poser une question un peu plus précise. Je vais revenir, il y a beaucoup de choses sur lesquelles que vous avez dit ce soir sur lesquelles je voudrais revenir, mais je vais essayer de me concentrer pour qu'on essaie de parler par rapport à ça. Et il y a beaucoup de gens ici, j'imagine, qui seraient capables de me le traduire parce que j'ai juste les termes en anglais. J'ai deux logical fallacies qui s'appellent le poison the well et le straw man, que je traduirai en homme de paille. Et le poison the well, dans le fond, qui se trouve être deux illogismes qu'on utilise souvent par rapport au straw man, dans le fond, de qualifier l'argument de quelqu'un ou d'un groupe de personnes d'une certaine façon pour pouvoir l'attaquer plus facilement. Et le poison the well, qui est de mettre tout le monde essentiellement dans un groupe, après ça, de critiquer un des arguments et de donc critiquer par de facto tous les gens à l'intérieur de ça. J'ai l'impression que ça serait vraiment important dans la plupart des débats, et je vous ai entendu plusieurs fois mettre un peu tout le monde dans le même bateau, le biologisme, etc., pour le véganisme. Je pense que c'est un petit peu maladroit, c'est un petit peu dangereux de faire ce genre de raccourci intellectuel-là, parce que vous prenez des différentes idéologies, différents arguments, que vous mettez tout ensemble, puis je trouve ça un petit peu difficile. Je voudrais revenir, justement, je voudrais focaliser sur un des arguments que vous avez fait. J'ai passé à peu près, dans les 6 derniers mois, j'ai passé à travers 150 à 160 études scientifiques sur la nutrition. Puis ce qui en sort énormément, c'est que ce soit, j'ai jamais vu aucune de ces études-là qui sortaient des universités ou des méta-analyses, des choses comme ça, qui affirmaient quoi que ce soit avec fermeté. Parce que justement, le domaine de la nutrition est extrêmement difficile à contrôler, extrêmement difficile de faire des groupes contrôle et d'isoler qu'est-ce qui va vraiment avoir tel ou tel impact. Vous avez fait beaucoup de commentaires qui étaient très précis, très affirmatifs sur l'effet de certaines molécules très précises, sur les manques potentiels, etc. Je voudrais vous demander à quel point vous vous sentez confortable de faire des commentaires qui soient extrêmement affirmatifs sur une des sciences qui est où les gens qui font les études sont extrêmement prudents dans leurs commentaires. OK. C'est sûr que j'ai souvent ce genre de réaction-là parce que, d'abord, d'entrée de jeu, j'ai peut-être oublié de le préciser en partant, mon livre est un essai. C'est un style littéraire, un essai. J'ai appris la méthode scientifique, moi aussi. Quelqu'un qui écrit sa publication scientifique comme un essai, il coule. Clairement. Alors, ce n'est pas une méta-analyse que j'ai publiée. Ce n'est pas une publication scientifique, mon livre. Je me réfère beaucoup à la science, 550 références. Mais c'est un essai. Puis dans un essai, l'auteur donne son opinion. C'est une opinion. Première mise au point. Deuxième mise au point, tout ce que j'avance et une référence. Alors, quand je dis que si tu n'as pas de EPA, ça détériore ton cerveau, c'est une affirmation qui est appuyée par des études sérieuses, par des organismes sérieux, et la liste est dans le livre. C'est noir et blanc. Il n'y a pas de peut-être que. Non, c'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas chercheur en la matière. Ça, c'est pas mon opinion. Ça, c'est noir et blanc. Il y a une espèce de censure dans les journaux ici. Là, j'ai écrit un article récemment qui est sur le site Medium. Louis me disait qu'il va peut-être le publier dans le journal Les Sceptiques. J'ai essayé, puis j'en parle dans mon livre aussi, tous les articles. J'ai quand même écrit un livre sur la nutrition qui est un best-seller en 2004. Et tous les articles que j'ai essayé d'écrire, que j'ai écrits, que j'ai envoyés aux médias, ont tous été bloqués systématiquement. Il y a un blocage systématique, là. Écoute,
Puis pourtant, j'arrive, je cite des études d'universités extrêmement sérieuses, là. Je veux dire, c'est pas moi qui invente ça, là. C'est marqué noir sur blanc. Ils ont pris des jours identiques, etc., différences constitutives de vin. Ils ont fait des études sur des îles en Polynésie qui n'avaient pas accès à la viande, retard intellectuel de 15 par rapport à la population du reste de la Terre, etc. Ils ont pris des animaux, ils ont coupé l'oreille là, problèmes psychomoteurs, etc. Je veux dire, ça, moi, personnellement, je n'ai pas étudié là-dedans. Fait que tout ce que je me suis permis de faire, c'est de relater des études que je cite. Ceci étant dit, c'est sûr que j'ai choisi mes études. Et c'est là qu'il y a un biais scientifique quand on choisit ses études. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un essai. Alors oui, c'est un essai, j'ai choisi mes études, mais mon livre a été revu par des musulmans, par des catholiques fervents et par des végans. Alors, je peux vous dire que le végan qui a lu mon livre, là, il m'a enterré d'études pro-végan. Mais, honnêtement, là, je prenais une par une, là. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas été capable de contrecarrer, mais 90%, il y avait toujours une faille dans l'étude, puis qui était comme, bien souvent, grossière. Tu sais, genre, on prenait une population de mangeurs de junk food, puis là, on leur faisait manger végan, puis on diminuait leur taux de maladie cardiaque. Ben oui, ben c'est sûr, hein, il y a du gras trans dans le junk food. Tu coupes le gras trans, ben tu vas diminuer tes chances de maladie cardiaque, ça va de soi. Mais alors, toute la question cardiovasculaire, elle est très discutée, puis c'est vrai que dans la communauté scientifique, il y a des scientifiques de deux bords. Il y a des scientifiques qui prônent le véganisme pour le cœur, puis il y a des scientifiques qui prônent l'omnivorisme. Mais ce que j'ai jamais vu, par exemple, c'est une étude qui vienne nier les dommages au cerveau que le véganisme fait. J'ai jamais vu cette étude-là. Jamais, jamais. Puis je me dis toujours, ça donne quoi de vivre 10 ans de plus si on n'a pas toute notre tête? Moi, je préfère vivre 10 ans de moins, mais rester en santé mentale, tu sais. Fait que jusqu'à date, là, je n'ai pas encore vu une étude qui a été contrecarrée par rapport à la santé mentale. Voilà. Puis je répète en disant, c'est un essai. Alors, votre livre embrasse beaucoup de sujets. Est-ce que le sujet que vous considérez le plus important, c'est ce dont on vient de parler, l'alimentation, ou y a-t-il un autre sujet dans votre livre que vous considérez vraiment le plus important, central, pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité, etc. Ben, le véganisme, c'est un chapitre sur 17. L'écologie, c'est un chapitre sur 17. Quoi, mon chapitre 17, j'y ramène les deux. Mais l'essentiel de mon livre, c'est une opinion personnelle, traite de la religion. Et là, des histoires d'horreur historiques sur toutes autant du côté de l'islam que de la religion catholique, là, il y en a à la pelletée, là. J'ai passé vite là-dessus, mais au fond, je démontre tout le tort que la religion a fait à l'humanité dans l'histoire et fait encore aujourd'hui. C'est hallucinant. Alors, pour répondre à votre question, probablement, j'oserais pas prétendre, c'est mon opinion personnelle, en tout cas, ça sur quoi mon livre focus le plus, là, pour l'évolution de l'humanité, c'est de se débarrasser de ce que j'appelle, moi, une psychose collective. La foi, pour moi, c'est une psychose collective. J'appelle ça dans mon livre le bug du cerveau humain. Pour moi, si l'humanité se débarrasse de ce bug-là, les choses vont aller beaucoup mieux. Y compris des choses comme l'écologie puis l'alimentation, parce que ce que je déplore un peu à quelque part aussi, c'est que l'écologie et l'alimentation devraient rester des sciences, mais ils sont en train de devenir des religions. Et à raison, c'est qu'en ce moment, là, puis je cite, c'est par plusieurs pages d'atrocités commises par les véganes, des attentats terroristes commis par des véganes. Je dénonce un site aussi, d'ailleurs je l'ai dénoncé à GRC parce que c'est complètement hallucinant, là, des sites véganes qui encouragent les gens à polluer les aqueducs publics pour tuer l'humanité, à répandre de la suie en Arctique pour accélérer le réchauffement climatique. C'est pas de la fiction que je vous raconte là. Mes références sont là. Je cite même les sites web. Là. Vous pouvez aller sur le net et lire de vous-même. C'est pas des blagues. Là.
Il y a vraiment des malades mentales là-dedans. Puis je me dis, quand c'est rendu là, c'est clairement, c'est que c'est plus une science. Là. On est rendu dans le monde de la religion. Donc, si l'homme se débarrasse de ce bug-là, de la foi, bien, déjà, les questions comme l'écologie puis la nutrition vont se régler beaucoup plus facilement. Il faut penser rationnellement. Il faut arrêter les dogmes, au fond. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, ce que vous dites, vous, la religion et la foi, c'est pas seulement le fait de croire en des êtres surnaturels, c'est tout fanatisme idéologique. Donc, le communisme, le dogmatisme. Le nazisme, le communisme, le marxisme, pour moi, sont des religions. Parce qu'au siècle dernier, les États communistes ont tué beaucoup de monde, ils ont fait des catastrophes écologiques aussi, et pourtant ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne croyaient pas aux anges, et rien de tout ça. Ils croyaient en des dieux humains. Ils faisaient l'apologie de ça. On a remplacé les dieux par des grands hommes. Et quand on analyse leur structure de pensée, c'est la même chose. En fait, ce que je décris dans mon livre, c'est le dogmatisme. Une des plus grandes représentations du dogmatisme, c'est la religion, mais il n'y a pas juste la religion. Le marxisme est une forme de dogmatisme. Puis l'argument que vous venez de me dire là, je l'ai entendu 100 000 fois des croyants. Quand je parle de toutes mes histoires d'horreur, de quoi vous pensez qu'il me parle? Il me parle des chambres à gaz des nazis, c'est sûr. Il me parle du goulag, il me parle du grand bond en avant de Mao. Je reprends tous ces exemples-là dans mon livre aussi, puis je dis, regardez leur structure de pensée, comment ces gens-là raisonnaient. Mais ils ont reproduit à une échelle humaine des religions, ont remplacé les dieux par des grands hommes. C'est pas une façon logique de penser. Moi, ce que je prétends, c'est qu'à chaque fois que le dogme s'empare de la pensée humaine, ça déraille. Oui. Rebonsoir. Je voudrais revenir sur l'élément que je voulais apporter dans la conversation, genre poison the well, dans le fond, d'appliquer, de mettre tout le monde dans le même bateau, de prendre un de ces arguments-là, ou de prendre quelques individus de ce groupe-là, et ensuite de dénaturer le reste de l'argumentaire, ou de délégitimiser une position parce que certaines personnes font certaines choses. L'argument du terroriste, je trouvais super intéressant parce que c'est un bon exemple de ça. Par exemple, vous avez cité Peterson, que vous avez cité de façon positive. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un blog qui tourne aux alentours des idées de M. Peterson, mais j'ai vu des choses plutôt violentes, des commentaires de gens qui appelaient à la violence, les incels et compagnie, beaucoup de ces choses-là qui étaient liées à ça. Pourtant, je ne pense pas que ça serve d'une quelconque façon d'argument contre les livres, par exemple, de M. Peterson, avec lesquels je suis en total désaccord. Par contre, quand vous tournez les arguments, vous retournez par rapport aux arguments aux végans, puis vous nous parlez de terroristes, de gens qui font telle chose, qui pensent de telle façon, etc., etc., je ne pense pas que vous attaquez vraiment les arguments par rapport à cette théorie-là. Puis je trouve que c'est problématique un peu la façon dont vous voyez, parce que vous nous donnez des études. Quand je vous ai demandé, j'ai vraiment écouté pour savoir quelle étude que vous nous apportiez, parce que je vous ai demandé pour une question claire, en fait. Qu'est-ce qui vous permettait d'affirmer que, de façon aussi positive et aussi affirmative, les éléments que vous parliez par rapport à la cognition et la réaction du corps par rapport à certains éléments, comme vous avez cité les oméga 3, 5, je crois, et la vitamine B12. J'en ai pas entendu dans ce que vous m'avez dit. Vous m'expliquez pas comment vous êtes autant certain de quelque chose, alors que toutes les études du domaine et tous les experts et toutes les universités disent qu'il faut faire attention à ça. Vous avez donné l'exemple de la viande rouge. Si vous lisez l'étude au complet qui est sortie de l'équipe qui a fait ça, ils n'ont absolument pas viré aucun des résultats. C'est deux méta-analyses. C'est deux angles d'approche. Ce qu'ils ont changé, c'est qu'est-ce qui proposait aux gens de faire, qu'est-ce qui suggérait aux gens de faire par rapport à leur approche méthodologique, à arriver à une conclusion différente, mais ils n'ont pas changé radicalement c'est quoi. Même l'étude que vous avez citée pour appuyer votre point démontre que cette science-là est très difficile et qu'il n'y a absolument aucune étude qui permet de dire des choses affirmatives. Donc comment vous vous sentez aussi confiant d'affirmer ces choses-là de façon affirmative? Regarde, je vais le répéter. Dans une conférence, je n'apprends pas par cœur toutes les références. Si vous voulez savoir le nom des études qui affirment noir sur blanc que le véganisme cause du dommage au cerveau, noir sur blanc,
avec le nom de l'université, les études, lisez le livre, c'est là. Mais je ne m'en rappelle pas par cœur. Je ne suis pas capable de vous dire par cœur, tel élément c'est celui-là, tel élément c'est une conférence. OK? Tout ce que je dis, c'est que tout ce que j'affirme a une référence. Tout ce que j'affirme de faire. Et c'est complètement faux de dire que toute la communauté scientifique est du même bord. La communauté scientifique est divisée sur un paquet de sujets. Même il y a des climato-sceptiques, même chez les scientifiques. Moi, je n'appartiens pas à ça. Sauf que c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui nient que le réchauffement à l'époque de l'atmosphère est dû à l'utilisation des énergies fossiles. Comme je dis, je n'adhère pas à ça. Il y a des scientifiques qui disent ça et ils ont des études. Mais sauf que quand tu lis leurs études, ben, à un moment donné, tu te dis, ben oui, mais le con, il a fait son étude de telle langue, il s'est biaisé. Ben, de la même manière, il y a des études au niveau du cœur, c'est partagé. La communauté scientifique est partagée. Il y a un groupe de scientifiques qui disent que le véganisme est bon pour le cœur. Il y a un groupe de scientifiques qui dit que c'est pas bon pour le cœur. Pour le cerveau, non. Il n'y a aucun scientifique qui a été dire ça ne cause pas de problème au cerveau. J'ai jamais lu ça, mais par contre, j'ai lu des tonnes d'études qui connectent le véganisme à des dommages au cerveau et elles sont citées dans le livre. Donc, prenez-les, lisez-le, tout est là. Puis écrivez-moi après, on en reparlera. Pour revenir à votre premier commentaire, c'est sûr que sur le site de Peterson, comme n'importe quel site, comme même ma page Facebook, il y a tout le temps des abrutis qui se mêlent au débat. Puis il y en a qui arrivent avec des propos violents, puis il y en a qui... ça va tout le temps demeurer à l'échelle individuelle, des gens qui vont prôner la violence, des gens imbéciles. Mais c'est pas de ça que je parlais tantôt, là. C'est sûr qu'il y a des mangeux de viande imbéciles, qu'il y a des végans imbéciles. C'est normal, ça va tout le temps être. Moi, je parle d'organisation structurée, là, avec une logique, une doctrine, qui écrivent des livres, qui font des sites web, avec des gens intelligents, là, puis qui arrivent, qui disent, oui, on doit détruire l'humanité, oui, il faut anéantir tous les prédateurs sur la Terre, oui, il faut encourager le réchauffement climatique. Ça existe. C'est organisé. C'est un peu comme, il va toujours y avoir du crime à l'échelle individuelle. Il y a une méchante différence entre le crime organisé et le crime individuel. Bien, ça existe au niveau du véganisme, là. Il existe, et il y a plusieurs pages dans mon chapitre, je cite des gens précis, là, des affaires qui ont été faites qui sont absolument épouvantables là, par des végans. Il y a même un site sur Internet qui est une espèce de compilation de tous les actes terroristes. Alors, à chaque fois que vous faites un acte terroriste pro-végan, vous loguez ça sur ce site-là, vous dites « Hey, je viens de mettre en feu telle ferme de porc à le coin de la rue. » Ils vont publier ça. Puis, allez-y, ça existe. Puis, il y en a un par jour. Un par jour d'actes terrorisme qui sont commis au nom du véganisme. À un moment donné, c'est organisé, là. C'est pas des... Alors, moi, est-ce que ça veut dire que tous les véganes sont des terroristes? C'est pas ça que je dis. Je fais juste dire, faites attention au dérapage de cette doctrine-là, parce qu'on n'est plus dans la science, on est rendu dans la religion. Puis à chaque fois que l'homme devient dogmatique, ça dérape, ça devient dangereux. Les gens ne respirent plus par le nez, ça devient dangereux. Et on est rendu là, on est rendu avec le véganisme. C'est rendu dangereux, carrément. On parle de terrorisme. L'éco-terroriste, vous allez voir, ça va être de plus en plus à la mode. Fait que, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Ici, dans l'assistance, nous sommes assez âgés, et passé un certain âge, je ne pense pas qu'on est terroriste tellement. Eh bien, je vous demanderai, étant assez âgé, étant en train de vieillir, et je me sens perdre mes capacités cognitives, quel supplément alimentaire allez-vous Quelles sont les bonnes marques d'oméga 3, par exemple? Ça, c'est mon premier livre, ça. J'ai écrit un livre là-dessus. Ben, il faut que ça soit quand vous regardez votre oméga 3, c'est bien important de voir la provenance. Il faut que ça soit l'oméga 3 EPA DHA. En anglais, en français, c'est ADH AEP et non pas ALA. C'est ça, c'est ceux-là qui sont bons pour le cerveau. Allez surtout pas acheter la marque Costco qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9 combinés. C'est complètement ridicule parce que dans notre société, on mange trop d'oméga 6. Puis quand on mange d'oméga 6, il faut prendre plus d'oméga 3 pour compenser.
Fait que quand vous prenez un supplément d'oméga 6, ben vous augmentez votre carence en oméga 3. Donc, c'est important de juste prendre de l'oméga 3. Puis l'oméga 9, c'est très bon pour la santé, mais c'est bien meilleur sous forme d'huile d'olive que le pilule. Oui? Je t'enverrai la marque où il y a les bonnes quantités des 2 bons ingrédients que tu pourras publier sur ton... Je ne fais pas de publicité commerciale, là, évidemment, là, mais les dosages, je les ai dit tantôt, là, par cœur, c'est 650 mg par jour. C'est ce que ça prend. De chaque? La somme des deux. Ratio 2 pour 1. Dernière question. J'ai la dernière question. Dernière, oui. C'est quoi votre définition de la spiritualité? Parce que vous mentionniez un monsieur qui était et athée et spirituel en même temps. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ça, c'est la question un peu difficile que je sais. Brièvement. Oui, brièvement. Ben, écoutez, à sa plus simple expression, la spiritualité, c'est pas juste agir comme un robot, tu sais, se rendre au bureau le matin, travailler, puis aller à l'épicerie, puis subir sa vie. La spiritualité, c'est, ben, je pense, le seul fait d'être ici à soir, de faire des conférences, de se poser des questions comme ça, là, déjà, vous êtes plus spirituel que la moyenne de la population. La spiritualité, c'est, autrement dit, on n'est pas obligé d'être religieux pour ne pas être matérialiste. Tu sais, c'est pas une ambivalence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste 2 cases, religieux, spirituel ou matérialiste, borné. On peut, dans la vie, ne pas croire en Dieu, mais quand même se poser des questions. Se poser des questions sur, ça donne quoi d'être en vie? Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Est-ce que je devrais passer plus de temps avec mes enfants? Est-ce que je devrais passer plus de temps à faire des causes charitables, à faire plus d'argent, etc.? Ce questionnement-là, et en même temps, toute cette réflexion-là par rapport au désir, de se questionner sur, OK, là, je travaille fort, mais ça me donne quoi de travailler si fort? Est-ce que je vais être plus heureux à la fin? Est-ce que je ne devrais pas réorienter mon temps pour faire autre chose? Toute cette réflexion-là, c'est ça que j'appelle la spiritualité. C'est quand la pensée dépasse le cadre du strict matériel, du strict objectif nécessaire pour fonctionner là. C'est ça que j'appelle la spiritualité. On pourrait appeler ça le développement d'une philosophie de vie. Ben oui, on pourrait certainement, parce que l'épicurisme, c'est une philosophie, mais il y a des éléments spirituels dans l'épicurisme, dans le stoïcisme, dans le taoïsme. Il y a peut-être des éléments spirituels dans tout ça. Puis il y en avait dans la religion des éléments spirituels. Je ne veux pas dire que tout ce qui était religieux était dénudé de spiritualité, c'est pas ça que je dis. Je dis que la religion a pris en otage la spiritualité. C'est-à-dire qu'on peut être spirituel sans croire en Dieu. Alors qu'à un moment donné, le message c'était « Ah, tu ne crois pas en Dieu, donc toi, tu es matérialiste. Tu es un gars qui pense juste à faire de l'argent. Tu es égoïste. » C'est pas vrai. Tu peux être altruiste dans la vie, tu peux contribuer au bien de ta société sans nécessairement croire en Dieu. Là. Ben, du moins, peut-être un Dieu panthéiste, mais pas un Dieu personnel. Merci. Sur ça, on remercie notre conférencier.